Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 10 de Générique de fin. Salut Adam, Bonjour à toi, comment ça va? ça va super. On va parler d'un réalisateur qui met très cher Ah ouais, direct, aujourd'hui. Ouais, direct dans le bain. on met les pieds dans le plat aujourd'hui. On n'a pas le temps. C'est vrai que c'est toi qui as proposé, du coup, après l'épisode sur Bakuro, de parler d'un vieux film, d'un film muet. T'avais envie de faire un film muet. Ouais, c'est ça. Bah, à Et l'origine, j'avais proposé oui, du Dreyer. Dreyer, ouais. Ouais, mais on s'est dit qu'on laisserait ça pour un autre moment. Ouais, mais du coup, je t'ai suivi et on est parti sur du cinéma américain, sur de la comédie, en l'occurrence Buster Ah, Keaton. ouais. Du burlesque donc, et avec du coup son film le plus connu pour le coup, à savoir le Mécano de la Générale, Ouais, un de ses sorti films plus en... connus, ouais, avec Sherlock Junior, je pense, Ouais, et Le Caméraman. Je pense que c'est un peu sa trilogie oui, c'est plus vraiment connu. célèbre. En Ouais, tout ouais. cas, le Mécano de la Générale, c'est celui qui a été peut-être le plus analysé, et qui Mhm, a été le plus de fois restauré aussi, il y a eu pas mal de restaurations. Mais c'est du coup, vrai. voilà, on va en parler, c'est un film culte évidemment, et c'est intéressant pour le coup de revenir un petit peu bon, j'allais dire aux origines du cinéma, mais en tout cas à l'époque où tout était encore à faire, on va dire, C'est ça. et à cette époque, l'époque bénite du burlesque. Et avant de commencer, je te propose de faire la fiche technique du film. Donc du coup, le Mécano de la Générale de General en version originale, c'est une comédie burlesque américaine sortie le 24 février 1927. Réalisé donc par Buster Keaton et Clyde Bruckman, Mhm, sachant que bon, on va évidemment parler surtout de Buster Keaton parce que il avait un peu l'habitude de co-réaliser ses films. Keaton, c'était mhm. beaucoup le cas à l'époque, même pour Chaplin, tout C'est ça. ça. Bah en fait voilà, c'était vraiment pour réaliser les scènes où lui jouait Ouais, globalement. Voilà, en fait à chaque fois Keaton réalisait 95% du film, mais il devait y avoir 5% où Keaton était occupé à faire autre chose sur le tournage, oui, c'est ça. En fait, il gérer. s'occupait des scènes de cascade et comme le film est majoritairement composé de scènes de cascade, bah C'est forcément. ça, c'est ça. Par exemple pour le Mécano de la Générale, le réalisateur, enfin du coup le deuxième réalisateur, a réalisé justement l'introduction en fait où il n'y a pas beaucoup de cascades. Où il y Ouais. a pas beaucoup de gags en fait, La voilà, fin c'est aussi. les oui, à la fin. Mm. Voilà, globalement, ça a été ça. Donc on l'a dit, écrit en partie par Buster Keaton, parce que là c'est pareil, il y a plein de scénaristes qui sont crédités, mais c'est surtout lui du coup qui écrit comme il écrit majoritairement les gags. Produit par Joseph M. Schenk, C'est ça. je sais pas comment on le Oui, c'est prononce. ça se prononce comme ça. Distribué du coup par la United Artists, donc grande société de production à l'époque, hein, qui a disparu dans les années 60, Mmh. 80, pardon, et qui était du coup cette société de production créée par, entre autres par Chaplin et par plein de réalisateurs du muet. Euh, Produit et distribué donc pour un budget de 750 000 dollars. On n'a pas l'impression, mais c'est énorme à Mmh, l'époque. bien sûr. C'est un budget gigantesque, hein, c'est une grosse production. Par exemple, la scène dans le film où le train comme ça qui passe sur le pont en bois et le pont s'écroule, C'est c'est la scène la la plus scène la plus chère, chère de l'histoire du muet. ouais, de l'histoire Ouais. du cinéma muet, exactement. Au niveau de l'équipe technique, pas mal d'habitués, des fidèles de Buster Keaton. Photographie, j'ai noté Dave Jenkins, Bert Haynes. Bon, des noms pour le coup qui sont plus vraiment connus Mmh. aujourd'hui, hein, évidemment. Au niveau de la musique, alors on l'a dit, il y a eu plusieurs restaurations du film avec plusieurs versions de la bande originale, dont notamment Joe Hisaishi Mmh. en 2004, donc compositeur Qu'on ne présente évidemment. pas quand même. Mmh. Bah, Enfin si, quand même, enfin, si, quand même, bah compositeur évidemment des films de Kitano et de Miyazaki. et de Ouais, Miyazaki, bien sûr. c'est ça. Et au casting, on retrouve donc évidemment dans le rôle titre Buster Keaton, mais également pareil, pas mal de fidèles, Marion Mack, Glenn Cavender, et il y a également le père de Buster Keaton, Joe Keaton, qui joue un des générales nordistes, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Donc voilà, des habitués de la famille Keaton. tout à fait. Voilà pour la fiche technique. Et avant de commencer à parler du mécano de la générale, je te propose de présenter un petit peu, évidemment, Buster Keaton. Ouais, et de revenir sur globalement sa carrière. Ouais, Buster Keaton est né à Piqua, dans le Kansas, le 4 octobre 1895. Ses parents sont Joseph Ali Keaton et Myra Edith Cutler, et c'est tous deux des acteurs de cabaret. Euh, il faut savoir que donc les parents de Keaton, étant acteurs de cabaret, ont commencé en fait très très tôt à inclure leur fils dans ces troupes, dans leur troupe de spectacle, que ça soit au cirque, que ça soit un peu tout ça. Et ce qui fait que Keaton, dès son enfance, donc dès les années 5 et 10,
des années 1900-1910. À partir du moment, vers Voilà. 4 ans, je crois. Oui, voilà, en fait, à Ouais. partir du moment où elle commence à marcher, quoi, Mm. c'est devenu une star du vaudeville. Et Et c'est donc devenu la un famille. membre salarié de Oui, la troupe. c'est ça, de la troupe Keaton, en fait. Et justement, la famille Keaton parcourait un petit peu les États-Unis à base, en fait, d'un numéro itinérant. Mm. Qui s'appelait la Mohawk Indian Medicine Company. Ouais, Voilà. c'est ça, tout à fait. Et il faut savoir que Buster, donc c'est pas son vrai prénom, en fait. En fait, il est né Joseph Keaton, parce que c'est le nom de son père, donc. Enfin, Joseph Keaton Jr. Et donc, selon l'anecdote, il tient son nom de Buster parce que le magicien Houdini, Harry Houdini, était un ami des parents. Et un jour où Buster est tombé dans les escaliers et a complètement dégringolé, Houdini s'est exclamé. Dis donc, quel casse-cou. Oh, magnifique. Parce qu'il est tombé sans se blesser. Voilà, c'est Voilà, ça c'est ça, le. voilà, exactement. Et du coup, le casse-cou, en fait, peut C'est se traduire, voilà, c'est Buster Buster en en anglais, anglais. exactement. Et du coup, à partir de ce moment-là, Joseph Keaton Senior commença à utiliser le surnom pour désigner, donc le surnom de Voilà. Buster pour désigner le jeune homme. Et Et ça va devenir son nom de scène, en gros. oui, voilà. Enfin, Voilà. et son nom de scène et son nom officiel, en fait, quasiment, ouais. Sachant que du coup, on l'a dit, en fait, les numéros des Keaton, c'était principalement des sketchs comiques. Et le plus souvent, la mère, donc Mira, elle jouait du saxophone pendant que Joe et du coup son fils Buster occupaient le centre de la scène avec des perruques, des claquettes, enfin ils faisaient les cons quoi. Mhm. Et lui, enfin le jeune Keaton du coup désobéissait à son père et ça lui arrivait parfois de le jeter, ça faisait partie du spectacle, de le jeter contre le décor, dans la fosse d'orchestre, voire dans le public. Et en fait, pour la petite anecdote, il cousait même une poignée de valises sur Mhm. les vêtements de son fils pour pouvoir le jeter plus facilement. Et en fait, ça, au fur et à mesure que Keaton a appris en fait ce numéro, il a appris à maîtriser son corps quoi et à faire des chutes acrobatiques sans se blesser en fait. Il s'est Mhm. jamais blessé, même quand son père le balançait fort dans le public. Mais ouais, et même, enfin, déjà, c'est intéressant parce que une partie, en fait, du comique de l'époque, donc, passait par le fait de tomber par terre. Juste cette mécanique de, tu as quelqu'un comme ça et il tombe par terre, c'est la base du comique des années 10 et des années 20. Tu parles du comique au cinéma ou genre Les du deux, comique en en général? général, Ok. voilà. Vraiment, le comique, voilà, c'est. Parce que Hmm. dans tous les cas, enfin, quelque chose de comique devait être quelque chose de visuel. Oui. Et puis il y avait pas de son à l'époque, Il n'y donc avait pas de son, évidemment. c'est ça. Et je veux dire, même dans les spectacles de cirque ou de cabaret, ou comme ici, justement, de vaudeville, le fait, justement, de prendre un enfant et de le balancer, c'est vraiment une base comique qui s'est retrouvée dans énormément de cabarets de l'époque. Hmm. Et le spectacle va rencontrer un énorme succès. Enfin, Mm. Buster, ça va vraiment devenir la star du show. Et c'est durant cette période et les années qui vont suivre qu'il va commencer à perfectionner ses nombreux talents, notamment ses talents de gymnaste. Et il va vraiment apprendre à faire les figures les plus invraisemblables possibles, en sachant parfaitement retomber sans se faire Mm. mal. Et c'est ce qui va notamment être sa grande caractéristique, même par la suite quand il va commencer le cinéma. Mais par contre, c'est vrai que du coup, ce spectacle, il va bien marcher ouais, jusqu'aux années 10, 20. Et en fait, petit à petit, il va y avoir pas mal de problèmes avec la justice, notamment par rapport à la maltraitance des enfants. Enfin, c'était pas trop présent à l'époque, mais bon, le spectacle a eu quand même. Et puis je crois le père de Keaton lui-même avait un peu des problèmes D'alcool, notamment, d'alcoolisme c'est ça. Mm. et du coup des problèmes un peu avec la justice. Et malgré ça, il va devenir Keaton, donc Buster va devenir une étoile montante assez bien, il va être assez bien payé au théâtre. Et en parallèle de ça, donc il n'a jamais été à l'école pour le coup, Mm. c'est sa mère qui lui a appris à À lire lire et et à à écrire. écrire. Et à 21 ans, du coup, c'est à partir de là que la famille Keaton s'installe à New York, du coup, Mm. où la carrière de Keaton va passer du vaudeville au cinéma. C'est ça. En fait, à partir de ce moment-là, Keaton part avec sa mère à New York. En fait, ils vont vraiment quitter le Kansas et quitter cette espèce de troupe itinérante pour aller à New York. Et donc, c'est là qu'il va, comme tu l'as très bien dit, aller au cinéma. Mais c'est pas tout de suite. On est en 14 et Keaton a fait la guerre de 14-18. Et du coup, il s'est retrouvé dans le corps expéditionnaire américain au sein de la 40e division d'infanterie de l'armée Ouais, américaine. vers la toute fin de la guerre, du C'est coup. ça. Donc, ouais, et du coup, il arrive en France en 1917. Ouais. Voilà. Et du coup, il a. Enfin, pendant
la guerre, du coup, pendant son service militaire, il a contracté une infection de l'oreille, et ce qui fait qu'il a perdu l'ouïe. Et en Mm. fait, il n'entendait pas de son oreille gauche Ouais. durant tout le reste de sa vie. Ce qui fait qu'il n'est pas resté longtemps au final, il est vite rentré, enfin, on l'a vite rapatrié au pays. C'est ça. Et Et donc là, il est retourné à New York, en fait, mm, et il s'est dit, mais oui, c'est vrai que j'ai une carrière de cinéma à faire, j'avais oublié. Et c'est là qu'il rencontre Roscoe Arbuckle, Roscoe Fatty Arbuckle, au studio Talmadge de New York. Et donc, Roscoe Arbuckle est un peu moins connu aujourd'hui, comparé à beaucoup d'énormes stars du slapstick muet de l'époque. Mais donc c'est vraiment un des pionniers du cinéma comique, notamment du cinéma comique américain. Il a énormément de courts-métrages à son actif. Et il faut savoir que donc à l'époque, il y avait Chaplin et Roscoe, son surnom étant Fatty, et Fatty Arbuckle. C'était vraiment les deux gros. sachant que Chaplin, c'était aussi un petit peu le tout début de sa carrière. C'est ça, voilà. Parce qu'en fait, bon, Chaplin, aujourd'hui, on le connaît aussi énormément pour ses longs métrages qui sont. Bah, Ouais. notamment du coup à partir du Kid 1926, qui sont vraiment des. 1923, pardon. Qui sont des courts-métrages un poil plus dramatiques quand Mm. même. Voilà, Une mère de la ville, machin. Mais il faut savoir que Chaplin, avant ça, pendant les années 10, il a une énorme carrière de courts-métrages, même au-delà du court-métrage, de scènes en fait. Chaplin a commencé comme ça, voilà. Et donc, oui, du coup, Chaplin et Fatty Arbuckle, il y avait une sorte de conflit, un conflit positif, hein, évidemment, mais voilà, c'était une sorte un peu de rivalité, mais de respect mutuel entre les deux. Et donc, Buster Keaton commence en fait à bosser pour Fatty Arbuckle. Et il tourne donc dans plusieurs courts-métrages, notamment Bah, Fatty Boucher. son premier, ouais, The Butcher Boy, C'est ça, ça. voilà, Fatty C'est- Boucher. Ensuite, il y a Fatty chez lui, La noce de Fatty, Fatty Docteur, enfin bref. C'est un Alors, peu comme le docteur Maboul, finalement, Fatty. on va tout de suite dire quelque chose. On va dire les titres des films en Français, VO. ouais. Tu le dis en français, Je sais toi? pas, on se met d'accord? Moi, je les dirais en VO parce que les titres français des films de Buster Keaton, c'est l'enfer, hein. Ok, alors il se peut que des fois j'en ai certains qui Oui, viennent en français, parce que bien moi je les sûr. connais plus sous le nom français. Mais du coup, son premier film, voilà, The Butcher Boy, et il va se montrer assez naturel dans le film, ce qui va beaucoup plaire en fait à Arbuckle. Et il y a une petite anecdote qui est que je trouve assez cool, c'est qu'à la fin de la journée, il va demander à un des cadreurs d'emprunter une caméra du film pour se familiariser un petit peu avec son fonctionnement. Et genre, il va la rapporter chez lui dans sa chambre d'hôtel et il va la démonter et la remonter le lendemain matin. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça montre aussi que Keaton, c'est pas quelqu'un qui a fait des études et tout ça. Il a commencé direct dans le monde du cabaret, enfin du spectacle vivant. Et Mm. pourtant, c'est vraiment, au-delà d'être un comique, c'est aussi un peu un technicien du cinéma. C'est-à-dire qu'on va le voir avec le Mécano de la Générale, il a souvent beaucoup expérimenté dans ses films des nouvelles formes enfin, de mise en scène, de Mm. cadrage, tout ça, à une époque évidemment où le cinéma était encore jeune et où tout était à créer en fait. C'est ça. Et c'est pour ça justement qu'il y a un vrai pont à faire entre le burlesque et le slapstick, en fait, vraiment la comédie de gag et la comédie visuelle, et le cinéma d'avant-garde, notamment européen, notamment d'Europe de l'Est. Chez Keaton, il y a énormément de plans dans la manière d'utiliser la ville, d'utiliser justement le montage pour faire rire, pour du coup créer des émotions. Vraiment, il y a des liens à faire avec Dick Avertov ou avec Eisenstein, par exemple. Ouais. Je veux dire, c'est des choses, et même Keaton ne cache même pas cette influence des fois, hein. Il y a vraiment des plans par exemple, du Mécano de la Générale, ou par exemple de la Maison démontable, qui me font véritablement penser à l'homme à la caméra, entre autres. Mm. Et bah, en fait, à la fin des années 10, Keaton il va devenir le second réalisateur d'Arbuckle sur plusieurs courts-métrages et longs-métrages. Et c'est lui qui va devenir responsable de l'ensemble du département des gags. Et il va aussi apparaître du coup dans les courts-métrages d'Arbuckle jusqu'en 1920 où sort du coup, bon là j'ai le titre en français, c'est Ce Mm. crétin de Malek, C'est ça. film dans lequel Keaton tient son premier rôle principal, donc long métrage. Après, et du coup, en fait, après le succès de cette collaboration, Arbuckle, non pas Arbuckle, Schneck, pardon, va Mm. lui confier sa propre société de production qui s'appellera du coup Buster Keaton Comedies, Mm. qui a été créée du coup en 1922. Et en fait, Keaton, il va s'entourer de plusieurs amis à lui qu'il a rencontrés sur les tournages. Il va réunir un petit peu sa petite équipe d'acteurs, de techniciens.
dans cette société de production. Et c'est à partir de là que va vraiment commencer l'âge d'or de Buster Keaton avec pas moins de 19 courts-métrages comiques Mhm. et 7 films, Mais, et 7 c'est voilà, longs-métrages 7 longs métrages, c'est ça. qui vont vraiment marquer l'histoire du cinéma muet. On va pas tous les citer, mais il y Ouais, en a bien sûr. plein, dont le mécano Et général. voilà, donc il faut savoir aussi que le premier long métrage de Buster Keaton en tant que réalisateur et acteur principal, à savoir donc le premier moment où il s'est retrouvé sans Fatty Arbuckle, ou vraiment en fait avec une vraie indépendance, c'est La Maison démontable. Mm. Et La Maison démontable, je trouve que c'est un peu... je trouve vraiment que c'est un peu la base du cinéma de Keaton. Déjà parce que c'est son premier vrai court métrage, quoi. Mais surtout, il y a cette idée que le scénario, le fait de raconter une histoire, va vraiment passer au second plan chez Keaton. La maison démontable raconte l'histoire d'un couple qui vont monter une maison, quoi. Je veux dire, comme son nom l'indique, tout le film, c'est eux qui essayent de monter la maison. Sauf que, bah, ils vont, du coup, ils vont galérer et il y a énormément de gags visuels. Par exemple, il y a un moment comme ça où ils montent chacun sur une porte et la porte, elle se met à tourner. Voilà. Et c'est que des gags visuels, c'est que des manières d'utiliser un décor, des manières d'utiliser justement de la physicalité de l'acteur pour faire rire, en fait. Et c'est ça aussi, je trouve qu'il faut peut-être replacer Keaton dans son contexte, c'est que bah là, on est plus ou moins au même moment où Griffith fait Naissance d'une nation, où le cinéma, justement, commence à faire ce qu'on appelait des films, en fait, à 4 bobines, c'est-à-dire des films qui sont longs, et donc qui dit long, dit avec un vrai emploi sur le scénario, et avec une vraie volonté en fait, plus le film est long, plus le film a du budget, alors il a une légitimité, et donc pour pouvoir accepter cette légitimité, il faut que le film ait beaucoup à offrir. Et pas juste des gags. Parce que juste des gags, on peut le faire sur les planches de Broadway à New York. Enfin, de Broadway, du Oui. vaudeville, quoi, on s'est compris. Mais c'est vrai que Keaton n'a jamais. Enfin, dans ses films, le but, ça a toujours été d'utiliser le médium cinéma pour s'amuser. Et C'est c'est ça. pour ça que la plupart du temps, les films de Keaton ont souvent un peu le même scénario. Tu sais, c'est souvent un peu le même schéma de il y a une fille qu'il aime, il doit la sauver. Il y a un mec gigantesque qui fait genre 2 fois sa taille, qui lui veut du mal et tout ça. Et en fait, ce qui compte vraiment dans le cinéma de Keaton, c'est qu'à chaque fois, il va un peu retransposer ce scénario dans différents lieux, dans différentes actions, pour pouvoir proposer au public Mhm. de nouveaux gags, en fait, de C'est nouveaux ça. gags visuels. Tu sais, il y a Keaton à la mer dans la croisière du Navigator. Il y a Keaton pendant la guerre, du coup, avec le mécano de la Générale. Il y a Carrément. Keaton au Far West avec, du coup, Go West. Mhm. Il transpose vraiment tous ces films dans Mhm. plusieurs époques, plusieurs lieux différents, pour pouvoir vraiment avoir de nouveaux moyens de s'amuser. C'est ça. Et je trouve qu'il y a un film de Keaton qui sort donc en 1923, et d'ailleurs qui est son premier long métrage, hein, qui est Les Trois Âges. Et je trouve que c'est un film qui théorise bien ça, en fait. Les Trois Âges, donc, c'est un film en 3 parties, mais c'est 3 parties qui vont venir un peu s'alterner. Première partie se passe au temps de la préhistoire, une deuxième partie au temps de l'Antiquité, et une troisième partie dans l'époque contemporaine de Keaton, donc les années 20. Et en fait, c'est 3 histoires où il va raconter la même histoire, à savoir Keaton est amoureux d'une fille, et il essaie de sortir avec la fille, sauf qu'il y a le gros monsieur qui veut pas. C'est là, voilà, encore une fois ce qu'on disait. Mais en fait, il va reprendre les mêmes gags, mais les adapter à l'époque où se passe en fait son scénario, ce qu'il raconte. Et justement, c'est un film qui est théoriquement vachement intéressant pour comprendre Keaton. C'est cette idée de on va prendre au sein d'un même film, pas au sein de son cinéma, mais au sein du même film, on va prendre un concept et on va l'étirer. Mm. Par exemple, pour revenir à La Maison démontable, c'est ce concept d'une maison qui est démontable, tout est dans le titre, et qui va venir décliner sur toute la durée du métrage. Si on prend le caméraman, c'est ça, je veux dire, c'est quelqu'un qui fait un film, tu vois. Enfin, et oui, en fait, dans chacun de ces films, il a justement une idée principale, et qui va développer, qui va absolument. Et en fait, Keaton met absolument tout en œuvre pour pouvoir créer des gags, pour pouvoir créer les meilleures idées de cinéma, les meilleures idées burlesques, les meilleures idées de venir un peu mettre du chaos dans son image pour faire rire, en fait. Et puis c'est vrai que on l'a
On l'avait un peu évoqué dans l'épisode sur Last Action Hero, mais Keaton est aussi un peu un des précurseurs du méta-cinéma, avec du coup Sherlock Junior, qui est un film où le personnage principal se retrouve dans un film. Enfin, rêve qui se Hmm, retrouve dans un c'est film, ça. en l'occurrence dans un film où il joue à être le meilleur détective du monde. C'est ça. Donc, Hmm. c'est vrai qu'on évoquait le scénario, mais il y a des films de Keaton, pour le coup, qui sortent un petit peu du lot, en termes, je parle vraiment de scénario, en termes Mhm. d'idées scénaristiques, comme Sherlock Junior, du coup. Tout à fait. Et puis même, ouais, ça va. Et puis même d'ailleurs, Woody Allen pour dans La Rose pourpre du Caire s'inspire Ouais, ouvertement de Sherlock Junior. oui, oui. L'histoire est quasiment la même. Euh, Et puis aussi, ça on l'a pas évoqué, mais c'est quelqu'un qui, malgré le fait que petit à petit il va vraiment rencontrer un énorme succès et devenir vraiment une énorme star à, à Hollywood et dans le monde du cinéma, c'est quelqu'un qui va toujours un petit peu garder son indépendance. Et il y a toujours chez lui une volonté de bah, déjà de faire ses propres cascades. C'est quelque chose qui est souvent évoqué quand on parle de Keaton, c'est le fait qu'il a souvent risqué sa vie pour faire des cascades. Il y en a plein des comme ça, mais enfin, il y a notamment une scène dans Sherlock Junior où il va se briser la nuque à cause d'un torrent d'eau qui lui arrive mhm, sur la gueule. Il y a mhm, une scène dans, je crois que c'est les trois âges du coup, où il saute, c'est une scène très connue, où il saute d'un immeuble à l'autre et en fait il rate il rate l'immeuble d'en face et il va tomber et la prise a été gardée pendant le film mhm, parce que il va finir à l'hôpital je crois. Donc c'est quelqu'un qui va toujours essayer de pousser les gags à l'extrême au point de vouloir d'exiger des cascades périlleuses mhm. et risquées. Mais d'ailleurs, au point que toutes les cascades qu'on voit dans le film, c'est-à-dire même le peu de cascades qui sont pas faites par lui, dans le scénario, je parle, dans l'histoire, sont quand même faites par Keaton dans la vraie vie. Il y a énormément de scènes comme ça où un acteur est censé faire une cascade. Et en fait, l'acteur a été évincé du tournage à ce moment-là. Et c'est Keaton qui a pris sa Ouais, place. qui a mis une perruque, C'est ça, qui a mis ouais. une perruque, qui a changé de costume et qui fait aussi la cascade. Et ce qui fait que dans le cinéma de Keaton, il y a plein de moments où, même si c'est pas le personnage de Buster Keaton, on reconnaît sa gestuelle, on reconnaît sa manière de marcher, de bouger. Mm. Et ouais, c'est très intéressant. Il y a aussi cette scène Hmm. dans Cadet d'eau douce, pareil très connue avec la maison. Steamboat Bill Jr. Ouais, en anglais. la maison qui lui tombe dessus. C'est ça. D'ailleurs, Et qui était un gag qu'il avait déjà fait dans un film oui, de Fatih Arbuckle. sauf que là, la maison était vraiment grosse et genre, s'il était décalé de quelques centimètres, il se prenait la façade de la maison dans la gueule et il mourait, quoi. C'est ça. Donc, Buster Keaton, c'est quelqu'un qui va utiliser, donc, comme on l'a dit, le montage, son décor et son histoire pour à tout prix mettre le gag au centre, au centre, au centre. Vraiment, ça a toujours été la base du cinéma de Keaton. Et pourquoi est-ce qu'il peut se permettre de faire ça? C'est que donc Keaton, entre 1923 et 1928, il est à l'apogée de sa carrière. C'est-à-dire qu'il a une liberté absolue sur tous ses films, malgré le fait que, bah, mine de rien, il n'est pas tant de succès que ça. ouais. C'est que comparé à un Harold Lloyd ou au monstre de l'époque qui est Charlie Chaplin, Keaton fait 5 fois moins de recettes. Mm. Il fonctionne beaucoup moins. Et c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui, quand on pense au roi du slapstick muet, Keaton est souvent cité comme peut-être le plus grand, en tout cas facilement dans un des plus grands, alors qu'à l'époque, c'est pas du tout celui qui a le plus de succès en salle. Ce qui va être notamment le cas du film dont on va parler aujourd'hui, C'est ça. Le Mécano de la Générale. Et bah, je te propose qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, dans le détail, pour Ouais, parler du coup avec de son plaisir. chef-d'œuvre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Le Mécano de la Générale s'inspire d'une histoire vraie. Est-ce que tu le savais, ça? Ouais, enfin Connu parce que j'ai bossé sur l'épisode. C'est vrai. Bien joué à Je, toi. je ne savais pas avant. Connu sous le nom du raid d'Andrews, donc c'est en 1862 en Géorgie, un commando d'une vingtaine de soldats nordistes vole la locomotive de General à l'armée sudiste afin de bloquer le ravitaillement de leur bastion à Chattanooga. Deux mécaniciens sudistes, au premier rang desquels William Alexander Fuller se lance à la poursuite du coup de la locomotive et le plan nordiste finit par échouer grâce à eux. Et en fait, ce récit va être écrit et raconté en 1893 dans The Great Locomotive Chase, et c'est du coup
enfin, c'est pas un roman, on va dire, Oui, c'est un livre un peu enfin, historique. ouais, Ouais. voilà, c'est qui va inspirer du coup Clyde Bruckman, qui va lire ce roman et qui va proposer du coup le scénario de cette course-poursuite à Buster Keaton, bah, qui va forcément être très enthousiasmé parce que Buster Keaton, le savais-tu, est très fan des trains. Ouais, bah je veux dire, même quand on voit son cinéma, on s'en doute un petit Ouais, peu quand même. il aime beaucoup les trains. C'est ça. Et Et en fait, vas-y. pardon, obsédés par l'idée du coup de coller à la réalité, hein, ils vont s'inspirer des différentes photographies donc de Matthew Brady, qui est un photographe assez connu qui a opéré du coup durant la guerre de sécession. La plupart des clichés qu'on voit de la guerre de sécession viennent de Matthew Brady et ils vont s'en inspirer pour faire la reconstitution pour du coup le mécano de la générale. Mhm. Et donc, bah, le Megan de la Générale, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de Johnny Gray, un mécanicien de locomotive pendant la guerre de sécession, qui ne peut pas, enfin, qui est inapte en fait à rejoindre les rangs des Confédérés parce qu'il est faible physiquement, parce qu'il est petit, parce qu'il est pas très beau, voilà. Et du coup, il est contraint de rester sur sa locomotive, qui est surnommée The General. Quel accent! Mais lorsque des espions de l'Union volent cette dernière, ainsi que la femme qu'il aime à son bord, Johnny va se lancer dans une poursuite pleine de péripéties pour le sauver. Euh, Scénario très simple, comme C'est très d'habitude, simple. avec Keaton, et un scénario qui, bah, on peut commencer par là, s'articule majoritairement en deux actes, donc qui fonctionne un peu en miroir, avec un premier acte où c'est Keaton qui poursuit les soldats de l'Union pour sauver du coup sa locomotive et sa bien-aimée. C'est sa femme. Et du coup, le deuxième acte, donc, Keaton est à son tour poursuivi par du coup les soldats du Nord après avoir sauvé du coup Annabelle. C'est ça. Est-ce que tu savais déjà, pour commencer, que le Mécano de la Générale avait eu un remake dans les années 2010? Mais non, c'est pas vrai. Et si. Si, il y a eu un remake, ça s'appelle le Mad Max Fury Road. Bah ouais, mais oui, Mais en vrai, mais oui, oui. mais parce qu'en même temps, je veux dire, Fury Road, et qui ne dit, enfin, qui n'a jamais trop dit son nom par rapport à ça, hein, c'est quasiment une reprise intégrale, et c'est hallucinant vraiment, du Mécano de la Générale, dans sa structure, dans sa manière d'utiliser le mouvement comme l'action. Oui, c'est ça, parce que Keaton, dans le film, crée son film autour du mouvement, en C'est fait. ça, voilà. Voilà, et en fait, le film est une espèce comme ça, enfin, c'est un lance-pierre, c'est un boomerang, en fait. Mm. C'est une espèce comme ça de fuite en avant complète, et qui, du coup, c'est pour ça que le film commence, ouais, au bout de 10 minutes, parce que, voilà, il y a une petite intro un peu dramatique, une histoire d'amour, et en fait, il commence directement, et c'est un film qui ne fait que accélérer. Et moi, je trouve ça dingue, c'est que, même en termes de montage, c'est un film qui, à partir du moment où la course-poursuite véritable commence, c'est un film qui accélère, qui accélère, qui accélère, et qui ne ralentit absolument jamais. Et déjà, du coup, la structure du film, à savoir première partie, on va quelque part, et seconde partie, on revient, il y a vraiment quelque chose justement de mathématique là-dedans. C'est-à-dire que bah, il y a le plus, il y a le moins, il y a le... Et c'est du coup binaire parce que ça se retrouve dans le côté quasiment justement binaire du scénario, c'est-à-dire que on a donc les gentils, à savoir Keaton, son amoureuse, voilà, et on a les méchants, tu vois, qui représentent les méchants de manière un peu large, Mm. d'une manière en fait quasiment enfantine en fait. Et, euh, et puis ouais, du coup, bah déjà, le fait que dans le film, les gentils soient les sudistes, tu vois. Oui, déjà, ça, c'est un des points à relever dans le film, c'est que Mm. le film... Enfin, dans le film, Keaton veut rejoindre l'armée sudiste. Mhm. Et alors que, on le sait, ça a pas... Enfin, souvent dans le cinéma américain. Après, je sais pas, c'était peut-être un peu différent à cette période. Pour le coup, je m'y connais pas trop. Peut-être il y avait plus de films qui prenaient le parti des soldats du Sud. Mais en fait, c'est surtout que la guerre de sécession venait à peine de se finir. Ouais. Et en fait, on n'avait pas forcément le recul historique nécessaire. Et que comme les sudistes ont perdu la guerre, alors en fait, Keaton a choisi de faire de son personnage un sudiste, non pas pour des questions Oui, politiques ou morale, politiques, politique, oui. mais juste parce qu'il voulait être du côté des perdants, C'est ça. pour créer une empathie naturelle en fait vers son personnage. Tu vois, c'est paradoxal parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Ouais. Tu vois, notamment avec bah, le point de vue aujourd'hui qu'on a sur la guerre de sécession. Or, à l'époque, bah, la raison pour laquelle Keaton fait de son personnage un sudiste, c'est juste celle-là en fait.
Parce que c'est un peu le personnage qu'il a joué durant toute sa carrière. Buster, c'est le loser magnifique en gros. C'est ça. C'est le raté, le mec petit, frêle, qui paye pas de mine et qui va pourtant réussir à aller au-delà du coup de sa condition de loser pour accomplir des choses extraordinaires. Mm. Et en fait, il y a quelque chose de quasiment beau là-dedans. C'est-à-dire que c'est ce petit mec, comme tu dis, ouais, qui paye pas de mine, qui a pas de. Tu sais, qui a pas le capital muscle, on va dire. Ouais, Et qui, justement, a besoin du cinéma, a besoin du mouvement, a besoin du rire, et donc surtout de l'action, pour pouvoir faire rire et en ouais. fait pour pouvoir exister, quoi. Il y a une scène, justement, dans le Mécano de la Générale, moi, qui me fait beaucoup, beaucoup penser à ça. C'est la scène, justement, où il sauve donc sa femme. Il y a comme ça une Dans le demi-seconde. camp nordiste? Ouais, ouais. Ouais. Pendant une demi-seconde, en fait, il est glorieux. Tu vois, Hmm. il est glorieux, il a cette position de héros, et en fait, directement, il tombe, tu vois. Et il s'écrase, mais parce que c'est sa nature de personnage. C'est le fait, c'est son côté quasiment tragique, en fait, à Buster Keaton. Ouais. C'est qu'il n'existe uniquement par le fait du burlesque et par le fait du mouvement. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport au mouvement, c'est que je me suis un peu amusé à regarder les films de Keaton sous ce prisme-là. Et c'est intéressant de voir, notamment dans le Mécano de la Générale, que c'est en fait quand Keaton est immobile qu'il est en danger. Bien sûr. Et c'est notamment le cas dans la scène dont tu parlais, où, enfin, juste avant, du coup, quand il s'infiltre dans le camp des nordistes, tu sais, il est sous la table. Et c'est à ce Mmh. moment-là, tu sais, qu'on a un peu peur pour Keaton, parce qu'il est immobile, en fait, il est bloqué sous la table, et si, s'il sort, il se fait repérer, du coup, par les soldats nordistes. Et c'est pour ça aussi que Keaton articule tout son cinéma et tous ses films autour du mouvement. C'est en étant en mouvement qu'il arrive en permanence à s'accomplir et à se sauver de situations in extremis. Quand on est immobile, c'est la mort du cinéma d'action et du cinéma comique. L'immobilité, tu vois, justement, c'est la mort du comique, l'immobilité. En tout cas, c'est la mort du comique au sens où l'entend Keaton. Parce que oui, on pourrait expliquer qu'il y a un comique de parole, et c'est vrai, voilà. Mais en tout cas, au sens du slapstick, l'immobilité est la mort du comique, et donc du coup, est la mort du cinéma au sens où Keaton l'entend. Mm. Mais c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que dans la structure du film, cette structure en aller-retour, le fait qu'on aille d'un point A à un point B, puis ensuite on retourne du point B au point A, et avec du coup un rapport de force qui s'est inversé. C'est qu'au début, Keaton poursuit les kidnappeurs, et sur la fin, C'est le poursuivant et après il il devient les le poursuivait. poursuivi. Ouais. C'est ça. Et donc, ouais, du coup, on pourrait croire justement que la structure du film serait extrêmement linéaire. Tu vois, de extrêmement rigide, en fait. Or, il n'en est rien du tout. Bien au contraire, c'est un film qui va venir refuser la linéarité. C'est un film, en fait, qui, pour aller d'un point A à un point B, n'utilise pas la ligne droite, mais va faire comme ça Ouais. des allers-retours et des zigzags. Bah, à l'image un petit peu de l'autre personnage principal du film, à savoir la locomotive, littéralement. Bien sûr. C'est parce que c'est une locomotive, mais elle fait pas que avancer. Il y a certains moments, elle recule, il y a certains moments, elle bifurque, elle bascule, elle tombe dans la scène dont on a parlé, le pont. C'est vraiment un personnage, enfin, c'est un élément à la fois dramatique et comique qui ponctue en fait tout le Hmm. film et qui ponctue l'avancée de Keaton malgré ses énormes dimensions. Elle fait preuve, cette locomotive, d'une grande Hmm. dextérité, on va dire. C'est ça. Et en fait, c'est ça aussi, c'est qu'à partir de ce moment-là, on a atteint un nouveau point dans le cinéma de Buster Keaton, qui n'est pas celui de on va utiliser les décors pour pouvoir créer des gags, c'est que les décors font véritablement partie du gag, tu vois, et que c'est pas un gag existe et est supprimé par un décor ou par un autour, c'est justement c'est cet autour, c'est ce décor qui permet le gag. Et justement la locomotive c'est ça. Et d'ailleurs c'est pour ça que le titre français donc est le Mécano de la Générale, mais que le titre anglais, le titre original, c'est juste The General. C'est pas le Mm. Mécano de la Générale. Et donc en fait vraiment la locomotive donc la Générale est le cœur véritablement du film. Et donc c'est pour ça aussi où la structure du film en course-poursuite, en mouvement et d'aller-retour se justifie en fait véritablement par le fait que le film existe autour uniquement, enfin quasiment uniquement, de cette locomotive. Parce que il n'y a pas cette volonté de mettre cette locomotive dans un décor fixe
En gros, c'est ce qui est intéressant par rapport au film, c'est que bah, à l'époque, ce qui était c'était le cas de nombreux films, c'était souvent des décors, tu sais, des décors fixes, des décors peints. Il y avait pas de, on tournait pas en extérieur, ça se faisait très peu, il me semble, à Hmm. l'époque, à part vraiment les énormes films gros En, budget en tout cas, ça se faisait pas trop dans le burlesque. voilà, dans le Ouais. cinéma burlesque, exactement. Mais là, en l'occurrence, bah, le film, il a été tourné donc en décor naturel, dans l'Oregon plus précisément. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y avait cette volonté pour Keaton d'aller tourner en décor naturel. C'est que autre personnage à part entière dans le film, c'est la nature. Et ce qui fait Hmm. notamment, enfin, la raison pour laquelle le mouvement dans le film s'inscrit aussi dans l'espace, c'est que il y a plein d'obstacles naturels qui vont rendre vivant le déplacement de la locomotive, comme tu l'as dit. Et le déplacement dans l'espace, c'est un déplacement où le personnage de Keaton, il va pas arrêter de... Enfin, il ne va cesser de maintenir une trajectoire face aux obstacles de la nature. Enfin, les morceaux de bois qui tombent sur les rails, les virages, les falaises, tout ça. C'est vraiment cette idée de maintenir la cadence de la locomotive pour maintenir le rythme du film et du coup, par extension, le divertissement du spectateur. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et justement, parce que aussi la comédie de Buster Keaton, et encore plus dans ce film, est extrêmement précise. C'est pas du tout une comédie qui va laisser un peu les choses au hasard. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement quadrillé dans le cinéma de Keaton. Vraiment, c'est quasiment en fait un cinéma de contrôle dans ce sens-là, quoi. C'est que il y a vraiment une idée mécanique. Tu vois, dans le cinéma Mm. de Keaton, s'il tombe à ce moment-là, c'est que Ouais. véritablement il a besoin de tomber à ce moment-là pour pouvoir en fait enfin, le fait de tomber à ce moment-là est utile à l'agencement global de la scène. Par exemple, le gag de la banane qui est très connu, il y a une banane au sol et le personnage marche et va venir glisser dessus. C'est un gag qui est connu et reconnu, qui est quand même vachement toujours efficace. Or, dans un film de Keaton, dont je sais plus lequel, j'ai un doute, je m'en excuse, on voit comme ça une banane qui est quasiment au premier plan. Et donc là, à ce moment-là, le C'est dans la maison spectateur, hantée, je crois. ouais, oui, oui, Mm. c'est ça dans la maison hantée. Et en fait, le spectateur à ce moment-là se dit, oui, bah évidemment que Keaton va marcher dessus et il va tomber. Et c'est marrant, je veux dire, on s'y attend, tout ça. Sauf qu'en fait, il va venir jouer avec ça. En fait, il va utiliser les codes et utiliser un certain contrôle sur son cinéma et donc du coup réutiliser les codes que l'on connaît déjà. Et en fait, la banane, Buster Keaton va marcher dessus, mais il va pas tomber. Et donc ça crée un espèce comme ça de sursaut qui est possible uniquement grâce au fait qu'il contrôle véritablement tout ce qui se passe au moment de son tournage et sur son film. Et ouais, et en fait, justement, cette espèce comme ça de sursaut, le fait qu'il tombe pas à ce moment-là sur la banane, ça crée une dynamique nouvelle et quelque chose que l'on ne connaissait pas véritablement avant. Donc ça crée un comique nouveau Mais pour revenir et un sur comique l'exemple moderne. que tu disais, je vois très bien la scène. C'est bien dans la maison hantée. Enfin, Hmm. je suis pas sûr à 100%, Si, mais si, je si, vois si, très si, bien si, la si, scène. si. Et mais c'est vrai que du coup, il tombe pas sur la banane la première fois, mais après, il y a une scène où il retourne dans le hall d'entrée, je crois, où il est poursuivi et tout. Et là, il y a encore la banane au sol. Et par contre, là, il va tomber dessus. Tu vois, il y a toujours cette idée de comme tu l'as un peu évoqué, l'idée de Hmm. on pense que le cinéma de Keaton, c'est un cinéma qui est un peu hors de contrôle. Or, c'est un cinéma qui est totalement sous contrôle pour justement qu'il y ait un côté naturel à l'image. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, complètement, Ça, complètement, complètement. il le dit notamment dans son autobiographie. Il dit qu'une scène comique implique autant de calculs mathématiques, voire davantage, que dans un Hmm. ouvrage mécanique. Moi, pour moi, c'est une. Enfin, ça résume un peu tout le cinéma de Keaton, cette citation. Je sais pas ce que t'en penses. Hmm. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, avant, quand Keaton travaillait, entre autres, soit pour le vaudeville, soit pour Fatih Arbuckle, il y avait le gag de la tarte à la crème. D'accord. Voilà, je te mets une tarte à la crème et tu vas venir et tu vas tomber sur les fesses. C'est un gag extrêmement physique, oui, mais linéaire et très très ancré, Codifié. voilà, très très codifié, mais qui surtout ne peut exister que par lui-même. Hmm. Tu vois. La tarte à la crème, c'est rigolo parce que bah, c'est un personnage qui se prend une tarte à la crème, hop, c'est rigolo, et fin du gag, on s'arrête là. Et en fait, Keaton va prendre cet art-là de la comédie, qui est quand même un art extrêmement drôle, hein, mais va le faire évoluer en empruntant aux lois de la mécanique et de la physique.
Et donc c'est pour ça, en fait, il va prendre le gag de la tarte à la crème, mais il va le faire se déplacer dans son champ pour justement le travailler sur l'espace. Et c'est pour ça qu'en fait, enfin, du coup, un personnage, donc le personnage keatonien, que ce soit lui ou les autres personnages qui gravitent autour de lui dans ses films, ils se définissent aussi par leur rapport à leur environnement. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas forcément la fin du gag, c'est pas forcément l'aboutissement du gag en lui-même, mais plutôt la possibilité d'un gag. Tu vois. Voilà, et encore une fois, je reprends le gag de la porte qui va venir tourner dans la maison démontable. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément le fait qu'on ait des personnages qui soient secoués dans tous les sens, c'est le fait qu'on ait cette porte et que cette porte elle tourne. C'est quelque chose qui est inenvisageable. Et que du coup, ça peut utiliser. Enfin, c'est un gag qui ne peut exister uniquement grâce au cinéma. Et en fait, on se retrouve donc devant une espèce d'effervescence d'idées, de mise en scène et de gags absolument dingues, au point qu'on va se retrouver, par exemple, dans Safety Last, à regarder par quelle fenêtre Keaton va sauter. Et en fait, c'est ça, c'est que le cinéma de Keaton, c'est pas forcément le gag du personnage qui va sauter par la fenêtre, mais c'est surtout de comment il va le faire. Par quelle fenêtre il va sauter. Enfin voilà, par quel piège va-t-il utiliser. C'est pas est-ce qu'il va utiliser un piège, c'est par quel piège il va utiliser. Parce que Keaton le sait, c'est que, ok, on est que en 1926 quand le mécano de la Générale sort. Or, bah il y a déjà quasiment 30 ans de burlesque derrière lui, en fait. De burlesque en termes de cinéma, mais aussi de burlesque en général. Et qu'en fait, Keaton trouve cet art un peu esselé, et c'est pour ça, dans ce sens-là, où Keaton est un cinéaste où le cinéma de Keaton n'a absolument pas pris une ride. Et que le mécano de la Générale est qu'un film qui n'a absolument pas pris une ride. Ce qui explique aussi un peu la fascination qu'a Keaton pour la machine en elle-même. Il a Ouais, souvent bien sûr, utilisé bien ce sûr. truc de la locomotive dans le mécano, le bateau dans Cadet d'eau douce, la caméra dans l'opérateur. Il y a ce court-métrage, c'est l'épouvantail, on est d'accord, où tu Oui, sais, il crée une maison qui est totalement autonome. c'est Genre, tu sais, ça. qui fait enfin, quand il a fini de manger, la maison prend la vaisselle et genre fait la vaisselle et tout ça. Enfin, il Hmm. y a vraiment cette idée dans le cinéma de Keaton de machine, parce que aussi, la machine, enfin, par extension, c'est quelque chose qui est à la fois prévisible, qu'on peut, comment dire, qu'on peut cadrer, qu'on peut, utiliser de telle ou telle manière, mais il y a aussi un peu ce côté imprévisible à la machine, et c'est le côté imprévisible de la machine qui plaît à Keaton. C'est le côté Hmm. imprévisible de la locomotive, de se dire que, bah ouais, c'est une locomotive, elle est censée aller en ligne droite, mais bah, à un certain moment, elle va reculer parce qu'il y a quand même un conducteur devant qui peut du coup faire Hmm. reculer la locomotive, ou bien que des fois, elle va bifurquer parce que elle est sur des rails, et si on dévie les rails, bah, la locomotive part dans tous les sens. Enfin, tu vois, il y a vraiment, je pense, pour ça que Keaton a beaucoup fait en fait de films, de films qui se passent un peu dans pas notre époque, mais enfin, pas l'époque, mais Oui, dans les contemporain de. contemporains, Ouais. voilà, à son cinéma à lui. Hmm. Enfin, pour le coup, le Mécano de la Générale, enfin, c'est un vieux film, mais à l'époque, c'était combien de temps après la guerre de sécession J'ai parlé de la guerre de sécession, je suis Enfin, désolé. Hmm. c'était à peine quelques années après, c'était même pas C'est 50 ça, ans bien après, sûr, je bien crois. sûr. Donc, Hmm. ce qui explique qu'il n'a pas fait énormément de films d'époque pour le coup, à part encore une fois les trois âges. Oui. C'est parce que je pense que c'est quelqu'un qui est. Et dans une certaine mesure, Go West. Ouais, Parce que c'est un western. Hmm. ouais, aussi. Mais oui, bien sûr. Et justement, ce que tu disais, ce qui est extrêmement juste, c'est ça. C'est aussi que Keaton enfin, c'est un cinéma à vitesse multiple. En fait, c'est un cinéma qui va venir accélérer, puis ralentir, puis accélérer, puis ralentir. Et contrairement à énormément enfin, de films comiques comme ça, qui accélèrent, qui accélèrent, qui accélèrent, et pour finir sur une chute, en fait, Keaton, et c'est pour ça aussi que quand on regarde un film de Keaton, à chaque fois on est surpris du nombre de gags. C'est que, en fait, un gag n'est pas une fin en soi, mais c'est. Je veux dire, s'il n'y a pas un gag là maintenant qui va te faire rire, il y en aura un dans 10 secondes, Ouais, quoi. mais en fait, pour C'est. Keaton, un gag, c'est potentiellement le début d'un autre gag. C'est Ce ça. qui aboutit à un enchaînement de gags Mhm. qu'on retrouve très peu dans le cinéma burlesque de l'époque. Mais Enfin, moi, je me suis amusé un peu même à. aujourd'hui, je veux dire, c'est. Je Ouais, veux dire, mais après, aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment dire que le burlesque existe encore? Moi, je parle vraiment du oui, burlesque codifié comme il l'était à l'époque. bien sûr. Tu vois, moi, je me suis un peu amusé à regarder d'autres films burlesques que Keaton,
ou que Chaplin ou les grands noms, Arbuckle, tout ça. Mhm. Et c'est vrai qu'on se fait un peu chier, quoi, genre, parce qu'il Mhm. y a un gag, et après, on se fait chier pendant 5 5 minutes. minutes, Ouais, 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 bien sûr. pour aboutir ensuite à un autre gag. Mhm. Là où Keaton, bon, Chaplin, c'est différent, parce que Chaplin, il y a ce côté dramatique aussi, Mais qui est aussi chez Keaton. Et qui a- moi, c'est ouais. C'est quelque chose qu'on mentionne assez peu aussi. C'est que je trouve qu'il y a un vrai aspect dramatique chez Keaton. alors, qui a Et aussi, mais pas dramatique, mais touchant dans ouais, le cinéma de qui est Keaton. moins apparent et qui est moins en rapport avec le scénario plus qu'avec son personnage de Buster en lui-même. C'est-à-dire C'est que sûr. Ouais, Chaplin, c'est aussi pour ça que, tu sais, Chaplin, il y a toujours cette image de, enfin, lui avec son chapeau, sa moustache et tout ça. bien sûr. Chaplin sans moustache et tout ça, c'est la même personne, mais il est différent. Hmm. Là où Keaton, le Keaton qu'on voit dans les films, c'est le même qui dans la vraie vie. Oui, C'est bien le sûr. même personnage. Et du coup, il y a ce côté vraiment touchant de se dire que, bah, en fait, il joue pas. On sait que, au fond, il est lui-même, il est un peu maladroit. Il est un peu, tu vois, il a pas vraiment confiance en lui. Enfin, il y a même son visage aussi. Enfin, il y a le surnom qu'on lui a tous donné à Keaton, c'est l'homme qui rit jamais, Hmm. l'homme qui ne rit pas. C'est Enfin ça. Oui, bref, oui, bien sûr. Hmm. le Oui, fait que l'homme qui ne rit pas, ouais, oui. le fait qu'il rit jamais et tout ça, enfin Keaton ne joue pas un personnage en fait. Keaton Hmm. joue son propre personnage aussi dans la vraie vie et c'est ça qui est profondément touchant dans son cinéma à Hmm. lui. Bien sûr. Donc ce côté dramatique, oui, je te rejoins, mais c'est moins lié en fait au Hmm. scénario quoi. Oui, bien sûr. Mais voilà, et enfin, moi, c'est surtout, moi, c'est aussi quelque chose qui me touche véritablement dans le cinéma de Keaton, c'est à quel point le mec utilise tous les moyens du cinéma pour le rire, en fait. Ouais, Justement, dans Le Caméraman, je trouve que ça parle aussi de ça, et c'est un peu un métafilm sur ça aussi. C'est vraiment cette idée que il va utiliser le montage, la mise en scène, le cadrage, tu vois, les gros plans, les plans larges, absolument tout, quoi. Pour vraiment mettre le gag au centre de son cinéma, vraiment d'une manière quasiment désespérée, quoi. ouais. Bah, comme on l'a Mmh. dit, il expérimente quoi. C'est un Oui, ingénieur du bien cinéma. sûr, bien sûr. Moi, Et il y a oui, des c'est un mouvements. vrai ingénieur. Ouais, Mmh. moi il y a des mouvements de caméra quand tu replaces le film dans son contexte. Mmh. Je sais plus dans quel film précisément, mais il y en a dans plein de films de Oui, Keaton. dans quasiment tous. Mmh. Et tu sais, genre là quand tu regardes des films comme ça avec les yeux d'aujourd'hui, tu te dis bah c'est basique quoi. Mais en fait, quand tu Mmh. replaces dans le contexte de l'époque, il y a des mouvements de caméra. Je me demande mais comment il a fait? Comment il a Mmh. fait pour déplacer une caméra qui pesait 1 tonne pour faire un travelling arrière. Enfin, ça se faisait très peu à l'époque. Mmh. Et oui, comme tu dis, il y a pas que en termes de cadrage, il y a aussi en termes de montage. Je trouve que Keaton aussi, c'est quelqu'un qui utilise moins le montage que certains cinéastes de l'époque, mais qui l'utilise à bon escient. C'est-à-dire? Bah, je trouve il y a énormément de plans séquences dans les films de Keaton. Mmh. Plus que dans la majorité des films burlesques de l'époque et même des films tout courts de l'époque. Tu sais, il n'y a pas trop de. Parce que à l'époque, quand il y a des cuts, tu sais, nous maintenant on les remarque, les cuts. Mmh. Tu vois, quand il y a pas de raccord dans le mouvement, parce qu'il n'y a pas de différentes valeurs de plan. Bien sûr. Oui, Dans le c'est vrai, sens c'est où, tu vrai, sais, c'est vrai, c'est t'as vrai. pas genre. Mmh. T'as pas un master shot donc Mmh. la scène en intégralité filmée et ensuite à l'intérieur de ce master shot, un chant, un contre-chant, un insert sur tel ou... Mmh. Bien Et sûr. après du coup au niveau du montage, il n'y a pas de raccord du coup ce qui fait que les cuts, tu les remarques dans des vieux films muets de l'époque. Mmh. Enfin ça fait une coupe à l'image et je trouve que ça il y a très peu en fait dans le cinéma de Keaton parce que aussi c'était quelqu'un qui était très perfectionniste en fait, c'est-à-dire que quand une scène marchait pas, c'est on la retourne. Ce qui fait Mmh. aussi qu'il était très peu apprécié par les producteurs parce que c'est quelqu'un qui coûtait très cher en fait aux Ouais, producteurs. bien sûr, Et ça l'arrangeait d'avoir sa propre société bien sûr. de production. Mmh. Et oui, ouais, c'est vrai que c'est intéressant justement cette idée justement enfin d'assez peu de montage, mais du coup des raccords vraiment quasiment invisibles en Mm. fait. Voilà, en fait, il va utiliser la durée du plan pour montrer le montage, enfin pour montrer le mouvement en Mm. fait. Mmh. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que par exemple dans le Mécano de la Générale, au début, avant que le film commence véritablement en fait, hein. Tu sais, quand il marche comme ça et qu'il est suivi, bah, du coup, dans le générique, c'est marqué par les 2 petits Keaton. Mais tu sais, par les 2 enfants comme ça derrière lui, là. Ouais. Tu vois? Et ils sont voilà. Et du coup, il y a un cut, ils avancent et il y a un cut au moment où ils sont tous les 3 au milieu du plan.
Tu vois, c'est quelque chose qu'on verrait pas aujourd'hui. Mmh. Et ensuite, dans le plan d'après, on les voit arriver de la gauche de l'écran. Donc en fait, il y a vraiment ce truc de, bah oui, ok, même si, même si on n'arrive pas très très bien à se représenter la géographie de où est le personnage et où va le personnage, bah ce qui compte, c'est le fait qu'on comprenne qu'il bouge. C'est on comprend dans tous les cas qu'il y a un mouvement. Mmh. Et c'est en ce sens-là, moi aussi, où je le rapproche énormément du cinéma d'avant-garde russe, notamment. Même si, bon, il y aurait plein de pays, hein. Mais voilà, notamment du Oui, coup du cinéma d'avant-garde russe. mmh. Voilà, c'est cette idée que, en fait, on s'en fiche de savoir si, enfin, où se situe véritablement le personnage, tant qu'on comprend qu'il y a un mouvement, qu'il y a une action, qu'il y a quelque chose qui se passe dans le plan. Et ouais, c'est vachement intéressant, ça, j'aime bien. C'est pour ça Mmh. que, enfin, souvent quand on parle de montage, je trouve qu'on parle pas assez de Keaton. Un autre aspect, moi, que je trouve extrêmement touchant dans le Mécano de la Générale, c'est sa question de l'amour. C'est que pour moi, dans le film, donc, il y a 2 types d'amour. Il y a un amour, en fait, qui est quasiment de l'ordre, du fantasme, de l'intention, de quelque chose justement qui n'est pas concret. C'est l'amour que lui a avec, du coup, son amoureuse, quoi, Oui, la fille, Annabelle. Annabelle, c'est ça, j'avais plus le nom, effectivement. Avec Annabelle. Et ouais, et du coup, c'est cet amour-là qui est utilisé en tant que motif narratif et en fait en tant que but quasiment inatteignable, et donc, du coup, quelque chose de quasiment de scénario, à savoir, il faut rattraper cet amour. C'est la base du film, hein. Et c'est opposé donc avec un amour pour qu'il a, enfin que le personnage, que du coup Johnny, que Buster Keaton, a pour sa locomotive. Ouais. Par exemple, le tout premier plan du film, c'est lui qui caresse la locomotive. Oui. Non mais oui, Non, oui. non, mais je rigole parce que je repense aussi à un plan où, genre, tu sais, Annabelle regarde une photo et c'est genre Keaton et sa Mais locomotive c'est ça, derrière. c'est ça. En fait, elle me fait rire cette photo. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais parce que Annabelle elle-même, elle est présentée pour la première fois dans un médaillon. Ouais. En Tu vois? photo, ouais. Voilà, voilà. Comme objet de désir. Exactement, voilà. Et en fait, l'amour de cinéma est un objet de désir inatteignable. Et en fait, Keaton préfère un amour beaucoup plus matériel, beaucoup Ouais, plus concret, en matériel, fait. beaucoup plus. Voilà, beaucoup plus concret. Mécanique, Voilà, enfin, genre, exactement, parce exactement. que Mmh. il se dépense lui-même pour sa locomotive. Enfin, il est là, Bien il la sûr, conduit, bien il met sûr. du bois et tout. Mais du coup, le film, même si donc le but du film, c'est d'aller chercher cet amour qui n'existe qu'en photo, mais n'empêche qu'on, enfin, ce n'est pas possible sans un amour mécanique, sans un amour véritable, enfin dans le sens physique quoi, qui est celui du mouvement, tu vois. Hmm. Et ouais, et du coup il y a cette espèce comme ça d'opposition que je trouve vraiment magnifique. Une opposition qui va un petit peu Hmm. enfin, qui vont un peu se rassembler au moment de la poursuite avec du coup ces Hmm. deux quêtes en parallèle, une quête un peu sentimentale liée plutôt à son attachement pour sa locomotive et une quête plus héroïque pour sauver Hmm. l'autre personne, enfin la femme qu'il aime. Et en fait, c'est deux quêtes qui vont un peu se confondre progressivement au sein du coup enfin durant C'est ça. ces C'est péripéties. ça, voilà, parce que voilà, en fait, justement, cette espèce de double amour et du coup de double motivation, bah en fait, justement, c'est mis en péril quand Annabelle lui dit qu'elle ne peut pas, enfin, qu'ils ne peuvent pas être ensemble parce qu'il ne peut pas rentrer à l'armée et que sa locomotive elle est volée. Donc en fait, c'est là, il est mis à distance d'un amour qu'il poursuit et on lui retire un amour qu'il a déjà acquis, Mm. à savoir sa locomotive. Et qu'en fait, tout le film, c'est le fait de comprendre Buster Keaton à travers ça. Et du coup, à la fin du film, quand il arrive à récupérer cet amour, du coup, sa locomotive, qui est donc qu'il arrive du coup à récupérer sa passion et à aller au-delà de ce qui lui était promis, du coup, à savoir récupérer Annabelle, bah c'est là qu'on a compris véritablement Buster Keaton. Mm. Hmm. Et du coup, c'est là aussi où du coup, le personnage de Johnny Gray s'est vraiment dévoilé en tant que héros du film. Ouais. Hmm. Et puis ouais, même pour revenir justement sur ce côté de l'amour qui est représenté par cette locomotive, bah c'est aussi le fait que, ben ce que le film raconte aussi, enfin il montre, c'est ce truc de l'amour qu'a Keaton pour
pour la vie et la passion qu'il a pour le cinéma, en fait, comment dire? N'est que le prolongement simplement d'un trajet en train, en fait. Et qu'en fait, il a tout autant de passion pour le cinéma que pour le fait de prendre un train et de le faire bouger sur un rail. Et donc du coup, c'est le fait de sauver ce train qui est sur un rail, alors il va pouvoir sauver son amour pour le cinéma. Et du coup, comment ça se matérialise en termes de cinéma? C'est le fait de sauver sa bien-aimée. Mm. Tu vois, et en fait, il y a cette espèce comme ça de double lecture qu'on a dans le mécanisme de la générale, qui fait que je trouve ce film extrêmement touchant. Ouais. Aussi. Parce que Keaton, c'est aussi avant tout une figure tragique pour ça, en fait. C'est cette espèce de personnage de clown blanc qui... qui, même si le vrai Buster Keaton, donc celui qui réalise le film, a un contrôle absolument parfait sur tout, Mm. bah quand même, il se met en scène en étant un personnage qui ne contrôle rien. Oui, ouais, une coexistence entre le Voilà. talent et la maladresse. Le Voilà. talent du cinéaste C'est ça. et la maladresse de son personnage, C'est ça. mais qui sont interchangeables. La maladresse du cinéaste, on en Mhm. parlera juste après, le talent aussi de son C'est personnage ça. qui réussit des choses extraordinaires. Par exemple, il y a une scène dans Les Trois Âges, quand il se bat contre le gros là, qui essaie de voler sa femme. Il se bat, et en fait, en se battant, il tombe, parce qu'il sait pas se battre. Mais c'est en tombant qu'il va prendre les pieds de son adversaire et les faire tomber. Ouais. Voilà, et en fait, il y a cette espèce comme ça, du coup, de dialogue entre le vrai Keaton de fiction, entre le Keaton de fiction et le Keaton réalisateur. Et du coup, il y a cette espèce comme ça de dialogue de la puissance véritable du personnage de Johnny Gray et de Buster Keaton. C'est celui même d'être ce petit personnage chétif et maladroit. Et justement, c'est cette espèce comme ça de double dialogue qui est absolument passionnant, qui est absolument touchant. Et ouais, que je trouve magnifique. Mm. Et bah, comme tu l'as évoqué, quand le Mécano de la Générale va sortir en 1927, ça va être un... Enfin, le film a coûté très cher et au final, ça va pas être un succès très... Enfin, un très gros succès. Le film va... Bah, je sais pas combien il a rapporté, on n'a pas de chiffres précis. Mais ouais, ça va être un peu un flop, malgré la notoriété qu'a Buster Keaton à l'époque. Et c'est un film qui va très rapidement tomber dans l'oubli, en tout cas juste après sa Mm. sortie, qui va être redécouvert par la suite, évidemment. Mm. Mais c'est ça, ouais, en fait, c'est un film qui, comme tu l'as dit, a coûté extrêmement cher. Vraiment, c'est le film le plus cher de Keaton. C'est son plus long aussi. Et ouais, en fait, il rembourse à peine son budget. Et donc là, en fait, le problème, c'est que Keaton, il se dit, oui, ok, moi, je suis content de mes films. Mais le problème, bah, c'est que tu sais, j'ai envie d'en faire 5 par an. Il en a fait 5 par an, hein. Sauf que, bah, au bout d'un moment, il a besoin d'argent pour vivre, quoi. Il peut plus, en fait. C'est compliqué pour lui. Et donc, là, à ce moment-là, il songe à fermer sa propre boîte de production. Et c'est là où il y a la MGM, la Metro Goldwyn Mayer, qui le contacte, en fait. Ouais, pour signer Et un contrat. voilà, pour signer un contrat. Enfin, du coup, il pourrait avoir plus de budget pour faire plus de films. Le problème, c'est qu'il perd un peu Sa liberté sa d'artiste. liberté Ouais. totale voilà, qu'il a sur tous ses films. Et donc notamment du coup par Louis Mayer qui est patron du coup de la Ouais, Golden Louis Mayer. B. Meyer, C'est ça. ouais, qui gère le studio. Et il va un peu, bah, au final, il va un peu hésiter et il va finalement signer avec Ouais. à Sachant la qu'il faut MGM. savoir que tous les gros du slapstick de l'époque, Arbuckle, Chaplin, Harold Lloyd, lui ont dit ne signe pas, ne Ouais, fais pas ça, tu vas perdre toute liberté, tu vas être malheureux, ne signe pas. C'est vraiment garde ton indépendance, même si c'est compliqué, tu gardes ton indépendance. Tu fais moins de films, mais tu gardes. Voilà. et au Sauf que final, Keaton craque et ouais, signe quand même. il signe quand même. Et au final, ils ont eu un peu raison, puisque bah, à partir du moment où il va signer, bah, sa créativité, elle va être complètement étouffée C'est ça. par Meyer et par la MGM. Et malgré ça, il y a quand même en 1928 donc, l'opérateur, Le caméraman, enfin, ouais, qui a deux enfin, titres, ouais, ouais. qui sort et qui va être le premier film de Keaton produit par la MGM, qui va rencontrer un assez gros succès. C'est ça. Mais malgré tout, bah, petit à petit, Hmm. Keaton va souffrir de cette perte de son autonomie artistique. Et on va notamment, bah, après l'opérateur, on va lui imposer un partenaire, donc Jimmy Durant, qui va venir à ses côtés dans ses films.
Et petit à petit, en fait, il va vraiment céder au... Enfin, Meyer va vraiment Oui, prendre possession en prendre fait de son possession, voilà, cinéma. de De Keaton. du cinéma de Keaton, en fait, c'est ça. C'est que même si le caméraman est considéré vraiment comme un de ses plus beaux films, et moi je le pense, et comme un de ses plus gros succès, c'est le dernier film où il va avoir une liberté. À partir du caméraman, en fait, la MGM lui ont dit écoute, grâce à nous, tu as pu avoir un succès, donc maintenant tu nous fais confiance. Et en fait, le problème, ouais, comme tu l'as dit, c'est qu'en fait, on lui a imposé Jimmy Durante, ou Durant, on sait pas vraiment comment ça se prononce, en tant que partenaire de jeu et par du coup partenaire de réalisation, tout ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, ouais, bah, les films de Keaton, ils sont plus autant fantaisistes. Il ne peut pas s'exprimer. C'est devenu des films burlesques classiques, en Ouais, vrai. Ouais. classique, mais encore plus que ça. C'est qu'ils sont moins drôles, Ouais. c'est qu'ils sont moins inventifs, c'est qu'ils sont moins fous. Et puis encore plus, je veux dire, si c'était que ça, tout l'aspect personnel qu'on a parlé dont on a parlé dans le cinéma de Keaton disparaît complètement. Ça devient insipide, fade. Et en fait, Keaton a beau se battre en interne pour faire des films euh, de meilleure qualité, en fait, des films qui ont plus de panache. En fait, il n'y arrive pas, quoi. Et c'est là qu'il tombe complètement dans la dépression. Sachant qu'à côté de Mm. ça, il y a aussi l'arrivée du parlant en 1927, qui, pour le coup, enfin, Keaton était pas réticent à l'arrivée du parlant. Au contraire, lui, il avait un peu envie de... Enfin, pour lui, c'était un peu une occasion d'expérimenter de nouvelles choses avec, du coup, les dialogues. Et il va demander à Meyer de faire des films parlants, sauf que Meyer va lui dire non, on laisse ça au... Je crois on laisse ça aux comédies musicales, du coup, Mm. parce que c'était surtout le gros des films parlants de l'époque, c'était des comédies musicales. C'est ça. Et du coup, il y a aujourd'hui, il y a très peu de films parlants de Keaton qui sont sortis. Mm. Il y en a quand même, hein, on peut en trouver Mais après, facilement. même, ouais, globalement, ils sont un peu plus durs à trouver que ces films Ouais, de la grande époque Keaton des années 20, quoi. ouais, mais il y en a pas énormément. Donc, C'est ça. Et ouais, bah du coup, cette période du coup avec la MGM, ça va, bah, en quelques années en fait, Hollywood va faire de lui un réalisateur dépassé et va le mener à la ruine. C'est-à-dire Mm. que vers 1927, au moment où le Mécano de la Générale sort, Keaton, c'est le roi d'Hollywood. Il est extrêmement riche. Il a genre une Mm. énorme villa, euh, je sais plus où, mais il a une énorme villa. Mm. Plein de voitures. Enfin, vraiment, il est au sommet de sa gloire. Et d'un seul coup, en quelques années, il y a tout qui s'effondre C'est ça. et il va perdre toute sa fortune. Voilà, et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que Keaton, il a mis 15 ans, enfin, 15 ans, maintenant on pourrait se dire, oui, mais au fond, c'est rien 15 ans. Sauf qu'à l'époque, 15 ans, c'est quand même beaucoup. Je veux dire, sur la durée Ouais, dans le milieu de. artistique. Voilà, sur la durée d'une carrière. Bref, il a mis 15 ans à avoir du succès, Buster Keaton. Voilà, du moment où il a commencé à travailler à la fin des années 10 pour Fatih Arbuckle et a commencé un peu à réaliser quelques petits trucs au succès du mécano de la générale et du caméraman, en fait, il y a à peine 15 ans. Mm. Et en fait, le gros de sa carrière, les 30 films qu'il a fait, il les a fait sur cette durée-là. Et ce qui fait que, bah, en fait, il a attendu pendant du coup toutes ces années d'avoir du succès. Et au moment où il a eu du succès, ça a duré extrêmement peu de temps et vroom, dégringolade direct. Ouais. Dégringolade, Hmm. sa vie conjugale Donc ouais, ruinée. on l'a dit, dépression, Ouais. alcool. Alcool, dépression, il va divorcer avec sa femme. Hmm. Elle va du coup, elle va même faire changer le nom de ses deux fils. Hmm. Euh, donc vraiment, le mec se retrouve au fond du trou, quoi. Ouais, grave. Au fond du trou en dépression et en fait pour survivre il se retrouve à vieillir comme ça petit à petit et à faire que des films de studio où en fait il a Ouais. plus aucun contrôle, Durant... tout est contrôlé, corrigé par les producteurs, c'est pas Pendant... des bons films et lui le sait et ça lui fait mal au cœur à Keaton. Pendant 40 ans en plus, hein. Non mais grave, ouais, Pendant non mais très grave. longtemps, Ouais, hein, c'est-à-dire qu'en fait où le gros de Buster Keaton, c'est pourquoi on le connaît aujourd'hui, et le Buster Keaton du génie, ça a duré 15 ans. c'est une toute petite partie de sa Et vie. tout le reste, tout ce qu'on a oublié, tous les films de merde, ça a duré 40 ans. Donc, j'imagine même pas, parce que bon, c'était quand même pas quelqu'un de super heureux dans la vie, alors j'imagine même pas la souffrance de cet homme pendant ces 40 ans, quoi. Je veux dire, Mm. c'est quelqu'un qui a été, tu sais, qui a été exploité complet, quoi. Je veux dire, à partir même des années 30, en fait, il n'est plus que l'ombre de lui-même de ce qu'il a été pendant les années 20. Et ça a été vraiment quelqu'un qui a été pris par les studios, qui a été attrapé, et qui a été essoré jusqu'à la fin de sa carrière, quoi.
Et ça en fait vraiment un destin hyper tragique, hyper touchant. Après, il va quand même un petit peu se relever à partir du moment où, je sais plus en quelle année exactement, mais il va rencontrer une autre femme, une danseuse de Oui, cabaret. au début Et des années 50. ouais, et à Mais là, partir de là, il va, c'est trop tard, il est vieux, ouais, quoi. mais il va de nouveau avoir des petits boulots par-ci par-là, faire des petits films, tourner dans des petites publicités, avoir Hmm. aussi des petits rôles dans certains films, bah, notamment en 1950, il fait une petite apparition dans Boulevard du Crépuscule Ouais. de Billy Wilder. Ouais, où il joue le rôle d'un joueur de cartes. Mais pareil, Ouais, c'est. En fait, on est dans l'ordre du caméo. ouais, C'est que même, enfin, c'est un Keaton qui est vieillissant, qui est vieux, et il dit une réplique. ouais. Voilà. Un peu aussi comme en 1952 dans Les Feux de la Rampe, Hmm. énorme film, enfin chef-d'œuvre de Chaplin, Hmm. où du coup Chaplin fait appel à lui pour jouer, enfin les deux jouent dans le film des vieux clowns un peu Hmm. vieillissants, Bien sûr. et Keaton apparaît très tard dans le film, enfin il apparaît très peu, mais la scène où il apparaît c'est extrêmement touchant quand on Hmm. connaît son histoire et toute la... Mais, de toute façon tout le film est incroyable, regardez Les Feux de la Rampe, Ouais. c'est Et film, ouais, exceptionnel. film vraiment sous-estimé, qui est rarement cité quand on parle de Chaplin. Ouais, Alors que moi, je considère vraiment que c'est un de ses plus beaux. c'est vraiment un film bouleversant, enfin qui Ouais. parle C'est vraiment pas une de... comédie du tout. Non, et qui Ouais. parle vraiment de... Bah, c'est un peu limite autobiographique, quoi. Hmm. Parce que- Bien sûr. Et puis surtout, ouais, dans cette. Enfin, le rôle de Keaton dans Les Feux de la Rampe atteint vraiment son apogée dans cette scène où en fait on voit Chaplin et Keaton, mais qui sont des vieux monsieur maintenant. Enfin Mm. là ils ont ouais là ils ont 60 ans en ce moment-là tous Qui les font deux. des vieux monsieur, qui font Voilà. un numéro de Ouais. burlesque. Voilà, ouais, qui font un numéro de burlesque, mais dans le silence, Il n'y a pas de rire. il y a pas de rire, il y a pas de parole à ce moment-là. En fait, on est de retour au cinéma muet. Et ouais, en fait, vraiment c'est une espèce de scène absolument hallucinante comme ça. On voit Keaton et Chaplin faire leur numéro, sauf qu'ils ont entre 50 et 60 ans. Ouais. Ils sont vieux, ils galèrent un peu à faire leur gag physique. Et ouais, c'est une scène qui est bouleversante, quoi. Pour quiconque a un peu regardé des films burlesques, je veux dire, c'est la scène qui dit véritablement au revoir Ouais. au cinéma À des toute années 20 et des années une... 30. Et pourtant, le film sort en 52. Mm. Sacré film. Sacré film. Et pour le coup, au milieu des années 50, il va un petit peu, va y avoir un regain de popularité pour le cinéma de Keaton, Hmm. notamment grâce à Raymond Raymond Rohauer, Rauer, c'est ça. Rohauer, un distributeur et collectionneur américain qui va commencer un peu à rassembler les films de Keaton et qui va contribuer à la rediffusion de ses meilleurs films au début des années 60, Hmm. comme Le Mécano, Sherlock Junior, La croisière du Navigateur. Bien Ils vont sûr. tous ressortir et ils vont tous connaître un assez grand succès auprès du jeune public. Et il y a pas mal de réalisateurs, notamment, de jeunes réalisateurs qui vont essayer de retrouver en fait tous les films perdus de Hmm. Keaton. Je crois qu'il y a une anecdote comme quoi il y a un réalisateur, je crois que c'est Richard Lester, qui a retrouvé tous les films de Keaton dans l'ancienne villa, Hmm. dans son ancienne villa, parce qu'il avait une pièce dans son ancienne villa où il faisait le montage de ses films, et du coup il a retrouvé tous ses films dans cette pièce-là, Hmm. et c'est grâce à ces gens-là que aujourd'hui encore les films de Keaton sont tous disponibles en excellente qualité, restaurés Ouais. sur YouTube. Bah, globalement, ils sont très très simples à Ah trouver ouais, tous. Et moi, tous, c'est ouais. ouais, je veux dire, bah, c'est ça aussi, c'est que énormément justement de cinéastes comiques de l'époque, donc encore une fois des années 20, sont très durs à trouver dans des bonnes qualités. Keaton, c'est extrêmement simple. Vraiment, vous allez sur YouTube ou sur Internet et vous tapez Buster Keaton, il y a 99% de ces films en bonne qualité, même certains avec des sous-titres français pour Ouais. les voilà, Mm. pour les cartons. Et c'est ça en fait moi qui est magnifique, je trouve, dans l'histoire de Buster Keaton, c'est le fait que c'est quelqu'un qui n'a pas eu des masses de succès durant les années où il était actif, qui ensuite est complètement tombé dans l'oubli, Tombé parce que dans vraiment, je l'oubli. veux dire, Keaton, enfin, dans les années 40, 60, 70, personne ne le connaît. Bah, il y a en 1960, il va recevoir un Oscar d'honneur Oui, mais, pour l'ensemble de sa voilà. carrière. Mais globalement, il faut savoir que quand il reçoit son Oscar d'honneur, c'est le moment vraiment où les gens se sont aperçus qu'Eaton n'était pas mort, quoi. Ouais. C'est vraiment... Et puis il y a un peu ce côté, Hollywood Hmm, l'a complètement détruit, et puis voilà. il se rappelle que, ah bah oui, c'est vrai qu'il y avait lui, là, Oui, donné oui, lui un oui. Oscar. Le fait que justement, il y a énormément comme ça des films de Keaton qui soient retrouvés, restaurés, qui soient diffusés, notamment auprès d'un jeune public, Mm. il reçoit vraiment un regain de popularité, ce qui fait que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, c'est un des deux grands noms
du cinéma Du cinéma du muet cinéma des burlesque. années 20, Du cinéma même muet, burlesque, hein. oui, ouais, même du cinéma muet. Parce que Globalement avec Chaplin. quand on parle de cinéma muet, enfin, les deux qui reviennent surtout, c'est C'est ça, Chaplin et Keaton. c'est ça. Plus même que Oui, que des Harold des, Lloyd ou des, ouais, des voilà, ou des Dreyer, Arbuckle ou des... Bien sûr, enfin, bien sûr. quand on prend le cinéma de Ah oui, manière bien sûr. générale, ouais, des Dreyer, des, Mais il y en a plein, des genre, ouais. Griffiths, tout ça. Hmm. Et bah, au final, Keaton, il va décéder 6 ans après avoir reçu son Oscar d'honneur le 1er février 1966. Donc à 70 ans, il va mourir d'un cancer du poumon C'est et ça. enterré avec un jeu de cartes dans la main et Hmm. un chapelet dans l'autre. Voilà, Ouais, c'est ça, c'est ça. ça Hmm. résume bien. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'ai une bonne anecdote, je pense, qui est un peu, un peu douce amère, mais je pense qu'il finit bien notre épisode. C'est que, en fait, quelques années juste avant de mourir, je veux dire, il savait très bien qu'il allait mourir, parce que même, voilà, euh, il avait du coup un cancer du poumon. Et en fait, il avait, du coup, dans le garage, en fait, de sa maison, il avait installé un train électrique, extrêmement long. Donc, c'est un petit train, quoi, mais qui était extrêmement long. Et du coup, c'était pour arrêter de fumer. Et comme le trajet du train était très très long, il fumait une taffe de cigarette tous les 4 tours. Et c'est comme ça, du coup, qu'il a voulu arrêter de fumer. Sauf que bah, ça n'a jamais marché, quoi. Parce qu'en fait, il restait beaucoup trop longtemps à regarder son train. Et moi, je trouve ça magnifique, en fait, comme anecdote de fin, Oui. quoi. C'est cette idée que même dans sa mort, il y avait toujours un petit train, il y avait toujours la générale qui était là. Et il y avait Et il y toujours avait cette toujours notion le de jeu. mouvement du jeu. Le mouvement, le jeu. C'est ça. Ouais, ça résume bien Ouais, Keaton, hein, au c'est final. ça. Et que, ouais, et que même, j'adore cette image de ce vieux monsieur à la fin des années 60 qui Qui a, joue euh, avec un train et qui des a clopes. 70 ans et qui joue et tu sais, qui joue avec un petit train, tu sais, comme à l'époque, 50 ans avant, dans les années 20. Mm. Magnifique. Magnifique. Magnifique Mm. anecdote pour conclure cet épisode sur le mécano de la Générale. Quelques recommandations, comme Ouais, d'habitude. bien sûr, bien sûr. Je te laisse commencer. Moi, bah, deux trucs à vous recommander. D'abord, un documentaire Arte qui s'appelle Buster Keaton, un génie brisé par Hollywood. Donc voilà, comme d'habitude, c'est toujours sympa. Les Mm. documentaires Arte, on apprend plein de choses. Bien Voilà. sûr. Et très triste aussi, Mm. quand on voit Ouais. la fin de vie de Keaton. Et bah évidemment, il y a l'autobiographie aussi. Donc La mécanique du rire, autobiographie d'un génie du comique, donc par Buster Keaton et Charles Thomas Samuel, donc qui est Mm. toute la vie de Buster Keaton racontée par lui-même. Donc voilà, donc c'est disponible un peu partout et c'est trop intéressant quoi. Bien sûr. Moi, j'aurais deux recommandations. Il y a la table ronde qui a été faite à l'occasion, il y a quelques années, de la rétrospective Buster Keaton à la Cinémathèque française. Du coup, il y a une table ronde qui est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur plein de trucs. Et ouais, où ils reviennent sur pas mal d'aspects de la carrière de Buster Keaton. Très très bonne table ronde. On sent les intervenants passionnés. Et maintenant, je voulais parler d'un autre film qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Et c'est bien dommage. C'est Film de Samuel Oui, Beckett. c'est vrai ça. Samuel Beckett, voilà, et du coup qui est issue en fait de la collaboration entre trois hommes. Donc entre eux Samuel Beckett qu'on ne présente pas, évidemment, artiste ô combien important pour plein de monde. Buster Keaton donc, et Alan Schneider, Ouais. qui est voilà, qui est un metteur en scène de théâtre en fait. Et qu'est-ce que c'est en fait que film? C'est un film expérimental où Buster Keaton tient le rôle principal et en fait ça raconte l'histoire, enfin ça montre plutôt le parcours d'un homme qui est terrifié par absolument tout, Mm. qui est terrifié par les hommes, par les animaux, par les lampadaires, par absolument tout, il est terrifié par le bocal d'un poisson. Et du coup, bah c'est la dernière apparition véritable de Buster Keaton avant sa mort. Et c'est là, en fait, ouais, Oui, c'est sorti ouais, en 1965, du coup, un an avant sa 65, c'est mort. ça, voilà. Et ouais, en fait, c'est la dernière fois où il a joué, où il a participé véritablement à une œuvre. Mais surtout, cette ironie, c'est que c'est ce personnage qui a tellement peur de tout qu'en fait, il refuse de voir. Mm. Il refuse de voir et en fait, il va juste se cacher le visage pour, pour, ouais, pour refuser le regard, en fait. Mm. Et donc, du coup, c'est un peu le testament de Buster Keaton, d'une vie ô combien tragique, mais ô combien Ô fantastique. combien bien rempli. Ouais, Ouais. grave.
Et ouais, Mais ouais, ça, c'est... ouais, Ouais, et on le effectivement, remercie c'est véritablement très intéressant, pour tous ces films. film de Samuel Beckett qui est, pareil, dispo sur YouTube en très bonne qualité. Donc, C'est allez le vrai, voir. c'est vrai. Et Et- et d'ailleurs, il y a aussi une analyse enfin, le Oui, film de oui, Beckett, oui. quoi, de Gilles Deleuze. Ok. Voilà. Ah, ça, je savais Ouais. pas. Bah, en fait, il en parle beaucoup, beaucoup dans l'image mouvement. En fait, il parle vraiment voilà, Ok. là-dedans. Et après, dans Critique et Clinique aussi, il en a écrit plusieurs magnifiques textes, pardon. Bah, merci Adam. Merci à toi. Merci pour cet épisode. On se retrouve très bientôt, Très bientôt. pendant cet été, pour les vacances, Ouais. pour On n'a toujours des... pas décidé de quoi on parlait. Non, Donc cette on fois, va... aucun Mais teasing. comme d'habitude, et on va faire des films, on va faire des films d'été, on va faire un prochain film, un film chill, Je un pense film... Camping 3 avec Franck Dubosc. Allez, En fait, ça suffit. Merci à tous de nous avoir écoutés, et bah, générique de fin.